mais on peut en parler, mais enfin, ça serait mieux de commencer à travailler dessus. C'est ça que je dis, moi. Il y a suffisamment d'évidence que c'est le sujet majeur de demain matin pour qu'on commence à travailler. Et pas simplement compiler la littérature et en discuter dans des tours de table. Il faut passer à l'acte. Si on était bon, on arriverait à imposer l'idée qu'il faut faire en France 2 ou 3 services de médecine environnementale. Donc ce serait l'objectif d'examiner très spécifiquement l'interface environnement-santé. Pour pouvoir concentrer les patients, pouvoir les classer, pouvoir faire des biotech, prendre le génome, le sang, tout ça, faire des investigations environnementales. Tout ça, ça n'existe pas, c'est simplement, ça n'est pas fait. Il y a des services de maladies professionnelles, mais c'est une toxicologie vraiment absolument restreinte aux expositions professionnelles. Il n'y a pas de médecine de l'environnement au sens large, il n'y a pas de pathologie environnementale comme spécialité en tant que telle. Et donc les malades errent. Ça paraît évident, simple comme ça, mais ça demande carrément une révolution. C'est un truc qu'il faudrait vendre à Martin Hirsch, c'est à ce niveau-là que ça se décide, ou d'Agnès Buzyn. Mais Agnès Buzyn, elle a d'autres affaires à traiter, et elle ne s'intéressera pas du tout à cette question, je pense. Parce que quand j'avais parlé à son mari, que je connais très bien, parce qu'il est dans le même hôpital que moi, il m'a dit « Mais Romain, tu ne te rends pas compte, ça va faire fuir les industriels. » Ça, c'est la panique. On va faire fuir les industriels si jamais on s'intéresse aux questions de l'environnement. Donc, il y a un problème. Alors, je n'ai pas fait un benchmark là-dessus, mais ça m'étonnerait que ça soit très développé en tous les cas. Il n'y a pas un endroit où je pourrais dire « Ah oui, ça c'est bien fait à tel ou tel endroit ». Donc il y a des groupes individualisés, un peu comme le mien, il est repéré. Si on demande où est-ce qu'on peut s'intéresser à cette question, notre service sera pointé probablement. Mais comme le service de Yehuda Schoenfeld à Tel Aviv, qui est un service sur les maladies auto-immunes et donc sur les facteurs environnementaux, donc il y en a quand même 2 ou 3 endroits, mais c'est des services de spécialité qui se sont intéressés à une question environnementale. C'est pas un service de médecine environnementale comme on devrait pouvoir peut-être c'est une idée sur laquelle on devrait pouvoir travailler. Le service, il permet de ranger les choses et puis donner aux gens un endroit où aller. Hein. Donc il y a une prise en charge des patients, il y a des protocoles d'investigation parce qu'il faut très bien comprendre ce qu'ils ont. Nous, on a, je crois, bien travaillé de ce point de vue-là pour les questions d'adjuvants et cliniques. Il y a des lignes thérapeutiques qu'il faut essayer. Les pistes sont innombrables de ce qu'on pourrait faire au bénéfice des patients. Mais comme toujours, ça n'a d'intérêt que si c'est fait de façon protocolisée, avec des essais correctement faits. Donc il faut que c'est un peu pignon sur rue pour que ça puisse une chance. Sinon, on bidouille dans son cabinet de consultation, on essaye un truc, on a l'impression que ça marche un peu, que ça ne marche pas. Enfin, c'est pas du bon travail. La question est tellement importante qu'il faut l'adresser dans sa dimension utile tout de suite. Et la recherche, alors sans parler de la recherche fondamentale, ça c'est un autre point, moi je suis absolument certain qu'on ne peut faire sortir de ce débat à front de taureau pro-vaccin, anti-vaccin, qu'en disant bien sûr les vaccins sont utiles, c'est un très grand progrès de la médecine, donc il ne faut surtout pas le jeter avec l'eau du bain, mais dans le même temps, et j'ai même écrit pour Reporter un édito dans ce sens-là, en disant ben là, on va prendre M. Macron, on va lui dire chiche, on optimise la couverture vaccinale, et en même temps, entre guillemets, on va réellement se mettre au travail pour comprendre les phénomènes indésirables. Les comprendre, ça demande d'abord d'accepter qu'ils existent, et pas faire semblant qu'ils n'existent pas alors qu'ils existent, et une fois qu'on a accepté qu'ils existent, qu'on les mesure de façon très précise, et qu'on essaie de travailler, de faire des modèles animaux, de faire les investigations humaines nécessaires à la compréhension des choses.
Ça paraît tellement de bon sens comme proposition. La question percole dans la société. C'est très important ça. Hein. D'un truc qui était totalement non vu, non compris il y a 20 ans, on est passé à quelque chose. On arrête quelqu'un dans la rue, on demandait les adjuvants aluminium des vaccins, ça me dit quelque chose. Ça va lui allumer une petite... ah oui, ça me dit vraiment quelque chose. Il y a un niveau de prise de conscience qu'il y a des choses qui devraient être faites sur les vaccins pour les rendre plus sûrs, qui est arrivé au niveau du conscient général. Mais en face, les intérêts économiques sont monstrueux parce que cette affaire arrive à un moment où l'industrie du médicament, qui ne se porte pas très bien parce qu'ils ont très peu d'innovation de médicaments, comme vous savez, les nouveaux médicaments, ça n'existe pas. Et donc ils se sont dit, on va essayer de se refaire la cerise en utilisant les vaccins. Les vaccins ont deux avantages, c'est qu'on peut les utiliser dans une quantité énorme d'indications, c'est-à-dire qu'il y a les vaccins anti-maladies infectieuses qu'on connaît, mais maintenant il va y avoir des vaccins pour presque tout, hein, pour l'Alzheimer, pour le cancer, pour la dépression, il y a des propositions vaccinales, tous azimuts. Donc c'est une volonté de faire une expansion de ce domaine. Et donc c'est orchestré avec l'OMS, qui dit, ben voilà, c'est un domaine sur lequel il faut qu'il y ait 20% de croissance par an, entre 15 et 20% de croissance par an. Vous voyez, donc on était à un chiffre d'affaires de... Excusez-moi, ce chiffre, le tirez d'où? De l'OMS, tout est dedans. Ne vous inquiétez pas, il n'y a aucun chiffre que je vous donne qui ne soit pas référencé. Donc l'OMS dit 0,6%, vous avez même un graphe, tiens, je vais vous le montrer, qui dit voilà, l'évolution du budget du médicament, il est là. Donc on était à 6 milliards de dollars par an en 2006, et l'OMS a dit le but à atteindre, c'est 100 milliards de dollars en 2025. Donc en l'espace de 20 ans, on passe de 6 à 100. C'est absolument colossal. Donc notre affaire, elle arrive juste à ce moment-là, quand il y a une décision mondiale d'utiliser le vaccin comme un outil de croissance de première importance pour le secteur santé. Donc on est très gênant dans cette histoire parce que naturellement sur les 120 vaccins qui sont en développement, une très très forte majorité est adjuvantée sur l'hydroxyde d'amidon. Donc ça les emmerde que leurs vaccins en développement ils soient d'emblée mis en situation de difficulté à cause de l'adjuvant, parce qu'ils n'ont pas fait le travail avant, mais ça, ils reconnaîtront jamais que c'est pas faute d'avoir eu des signaux de formidables, parce que moi je suis qu'un des derniers avatars de l'histoire de l'aluminium, mais des collègues bien avant moi ont tiré la sonnette d'alarme depuis les années 70. Et à chaque fois, on les a fait taire, et puis un jour, ça va leur tomber, et ça a commencé à leur tomber dessus. Je montre dans le bouquin quelque part. Ce qui est marrant, le président de l'Académie des sciences, l'honorable Jean-François Bach, quelqu'un de tout à fait capable, avait lui-même montré cette courbe. Dans le journal of Medicine, en disant voilà, ça c'est la courbe de la diminution des maladies infectieuses, liées à une meilleure hygiène, mais aussi liées à la vaccination et aux antibiotiques. Et ça, c'est l'augmentation des maladies inflammatoires et allergiques. Voilà. Et donc, lui, il a voulu dire, c'est simplement, on a moins de contact bactérien, donc on se construit moins bien une immunité, et donc on a une immunité plus faible qui favorise l'émergence. Mais il a oublié de mentionner que si on met des vaccins en très grand nombre sur un système immunitaire qui est en construction, notamment des vaccins qui sont dits TH2, c'est-à-dire qui appuient sur la production des anticorps plutôt que sur la production de lymphocytes tueurs, c'est une manière expérimentale d'induire un terrain allergique. On a besoin d'avoir des contacts bactériens, notamment mycobactériens, pour
avoir une bonne immunité cellulaire. Donc une voie TH1, TH2 équilibrée. C'est un peu compliqué, mais enfin bon, si on veut ne pas faire d'allergie, il faut qu'on rencontre des mycobactéries qui appuient sur la voie cellulaire plutôt que sur la voie humorale. Et que si on ne le fait pas, on a un système immunitaire qui reste déséquilibré à l'âge adulte, et ce déséquilibre, il est en faveur de la réponse en anticorps, et donc en faveur de l'allergie. Et donc c'est spécifiquement le problème des adjuvants luminiques, parce que c'est des adjuvants qui n'induisent qu'une réponse anticorps, et pas une réponse cellulaire, et ce qui est pire, à l'intérieur des anticorps, ça fait produire la sous-classe d'anticorps qu'on appelle les immunoglobulines E, IgE, qui sont les immunoglobulines de l'allergie. Donc, tous les éléments sont réunis en mettant beaucoup d'adjuvants aluminiques à un très jeune âge pour fabriquer des futurs allergiques. Donc ça, c'est des sujets vraiment sérieux, et il n'y a pas un immunologiste de bonne foi qui peut dire que c'est faux. Il peut dire qu'il n'est pas démontré que le lien soit fait, mais que théoriquement, il n'y a aucune espèce d'ambiguïté sur le fait que c'est très hautement possible, voire probable. Voilà. Je vais vous étonner, il n'y a eu aucune réception négative. Il n'y a pas eu d'enthousiasme non plus, hein, mais la couverture médiatique a été bonne quand elle a eu lieu, donc on a eu vraiment un retour excellent dans Le Monde, dans Libé, dans Marianne, dans Harakiri, Charlie Hebdo, dans des tas de journaux, dans La Vie. Bon. Du côté des collègues, eux, ils sont embêtés de cette histoire, parce qu'ils sont un peu mis en cause, hein, puisque je dis qu'ils ne sont pas courageux, qu'ils ont regardé le bout de leur godasse, et que, alors qu'il y a quelque chose sous leur nez, ils ont fait très précautionneusement l'effort de ne pas se pencher dessus. Donc ils sont un peu gênés aux entournures. Mais personne ne m'a dit « j'ai lu ton truc, c'est scandaleux que tu écrives ça, c'est faux ». Je crains que si Mme Buzyn a été mise aux affaires après Marisol Touraine, pour avoir comme première urgence de rendre les 11 vaccins obligatoires, ça veut dire que des choix avaient déjà été faits antérieurement. Je vais vous dire, moi, je ne sais pas si je vous l'ai dit, si je me répète, excusez-moi, mais je ne suis même pas hostile au principe des vaccinations obligatoires. Je dirais que ça fait partie de l'arsenal que les pouvoirs publics doivent pouvoir se donner pour assurer la couverture optimale de vaccination de la population. Donc, en soi, c'est mon côté colbertiste ou jacobin, je suis pas... Ça ne m'offusque pas autant qu'un Scandinave pourrait l'être ou un Américain pourrait l'être sur le même sujet. Mais ce qui m'offusque, c'est qu'on fasse acte d'autorité, parce que c'est quand même ça dont on parle, sans dans le même temps dire, voilà, en même temps, on fait le travail d'accepter que, comme toute procédure médicale, elle est entachée d'un petit risque dont il y a intérêt à essayer de le comprendre réellement au fond, de le mesurer exactement pour préparer des produits meilleurs et de garantir la sécurité maximale des personnes. Si un discours équilibré, très macronien finalement, et en même temps nous était produit, il y aurait beaucoup moins de problèmes. Mais je sais déjà que ce ne sera pas le cas. Ce sera, parce qu'on a bien vu à la concertation citoyenne sur le vaccin, tous les jurys disaient aluminium, 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 et à la fin, tout est sorti, sauf l'aluminium, on a dit ça, on n'en parle pas. Donc, je suis certain que c'est un sujet qui doit être très gênant pour les industriels pour des raisons commerciales,
commercial, hein, économique, et que les décideurs de la santé publique ont décidé qu'il ne serait pas permissif sur le sujet. Et ça, c'est une faute. Parce que, dans le fond de moi-même, je suis réellement convaincu que la réticence vaccinale, elle est liée à cette perception intuitive qu'on ne nous dit pas tout, qu'on n'est pas sincère réellement dans cette affaire. Il y a suffisamment d'évidence pour l'hépatite B, il y a suffisamment d'évidence pour le H1N1, il commence à y avoir une évidence supplémentaire pour le papillomavirus, que ce qu'on attendrait d'un gouvernement responsable et d'agences qui serait là pour défendre la population n'est pas réellement au rendez-vous. Et que, au lieu de ça, on a une sorte de gavage médiatique où sous prétexte d'information, en fait, on fait de la communication et de la mise sous influence du public. Et ça, les gens font très bien la différence entre des actions sincères et des actions de communication. Donc la question de la sincérité de la parole publique ou de la parole des agences, qui revient au même, parce que les agences, en fait, elles disent ce que leur tutelle leur dit de dire. Hein. C'est quand même comme ça que ça se passe. C'est un vrai sujet de préoccupation. C'est le fond de l'histoire du livre, ça. En disant, les évidences s'accumulent et on continue à faire un discours dessus, de minoration systématique, sans que jamais quelqu'un dise « bon, il y a un sujet, on le traite ». Pendant très longtemps, l'Institut Pasteur avait refusé de mettre de l'aluminium dans ses vaccins. Quand l'Institut Pasteur fabriquait des vaccins, dans toute l'histoire des vaccins de Pasteur, il n'y avait pas d'aluminium dedans. Et donc, notamment dans les 12 dernières années de l'existence de Pasteur vaccin, on utilisait du phosphate de calcium, qui ressemble beaucoup à l'hydroxyde d'aluminium. C'est une pelote d'épingle. D'ailleurs, au début, quand on a trouvé ça en microscopie électronique, on pensait que c'était du phosphate de calcium avant de comprendre que c'était de l'aluminium. Donc, physiquement, ça ressemble beaucoup, mais ça a une très grosse différence, c'est que c'est la même chose qu'on a dans nos os, hein, le phosphate de calcium, et donc l'organisme est totalement équipé pour gérer du phosphate de calcium. C'est son travail quotidien dans nos os. Les macrophages bouffent et détruisent du phosphate de calcium tous les jours. Et ce phosphate de calcium était extrêmement performant en termes de réponse immunitaire. Il donnait exactement les mêmes réponses que l'hydroxyde d'aluminium. Et il était beaucoup mieux toléré. C'est-à-dire qu'il y avait un indice de tolérance qui était considéré comme excellent, et ça n'avait pas été regardé à long terme, mais a priori, il est absolument certain que la tolérance à long terme devait être absolument excellente. Et pourtant, quand Mérieux a racheté Pasteur Vaccin, s'est posé la question, est-ce qu'on conserve des vaccins calcium et des vaccins aluminium, ou est-ce qu'on mélange les deux? Et là, j'ai rencontré le comptable de Pasteur Vaccin de l'époque. Donc, il m'a demandé que je ne révèle pas son nom, parce qu'il ne peut pas être emmerdé, mais il m'a dit quel a été le calcul. Un vaccin, une dose de vaccin qu'on fabrique avec du phosphate de calcium va coûter 30 centimes de francs de plus qu'une dose de vaccin, la même dose de vaccin fait avec l'hydroxyde d'aluminium. Pourquoi? Parce que les antigènes se collent plus fortement sur l'aluminium que sur le calcium. Et donc, ce qui coûte cher à faire, c'est l'antigène, et quand ça ne se colle pas, ça part dans la sauce et on en perd. Et on en perd et ça coûte 30 centimes de francs de plus par dose. Alors, c'était ce que les gens de Mérieux ont opposé aux pasteuriens qui voulaient garder le phosphate de calcium. Alors ils sont revenus en disant oui, d'accord, mais on a fait des expériences chez l'animal, on vous les montre. On obtient une immunisation avec 2 injections pour le phosphate de calcium, alors qu'il en faut 3 pour l'hydroxyde d'aluminium. Et à ce moment-là, Mérieux a dit oui, mais nous, on ne peut
vaccins plutôt que 2. Et donc c'est comme ça que, alors que c'était plus économique d'utiliser du phosphate de calcium, même si à l'échelon unitaire c'était un peu plus cher, on n'avait que 2 injections à faire, Mérieux a préféré les 3 injections. Donc ça, c'est vraiment, il faut comprendre que la politique vaccinale, elle est très très déterminée par les aspects commerciaux ou financiers en fait, de vente. Alors, ensuite, il existait un DTP sans aluminium qui a existé jusqu'en 2008. Et Sanofi a tout fait pour charger ce vaccin qui était utilisé depuis la nuit des temps au contentement de tout le monde, qui répondait à l'obligation vaccinale, qui était extrêmement toléré, bien toléré, sur lequel le rapport des effets secondaires était super excellent, brusquement a déclaré qu'on lui avait notifié, après 30 ans d'utilisation sans problème, un pic d'effets anormaux terrible. Et qu'il demandait immédiatement, qu'il déclarait qu'il allait suspendre ce DTP sans aluminium, et que dorénavant, il n'y aurait plus qu'un DTP avec aluminium. Donc, l'association de patients, le 3N, a pu démontrer, en tous les cas, il y a une procédure de justice qui est en cours sur ce sujet, qu'en fait, ces coquins de l'industrie ont rapporté les effets de 2 années sur une seule, pour donner l'impression qu'il y avait un pic, et que en fait, quand on le lissait sur les 2 années, on revenait exactement à une quantité de phénomènes allergiques totalement semblable à celui de toutes les années précédentes. Donc il y a une affaire en cours, mais donc moi je m'interroge en me disant pourquoi est-ce que l'industrie a voulu supprimer ce DTP sans alu. Et je pense que la seule bonne explication, c'est qu'ils ne voulaient pas avoir la possibilité de comparer un DTP avec et un DTP sans alu pour les effets secondaires. Et qu'ils ont vu qu'avec l'émergence de la question sur l'alu, cette question allait se poser. Et que là, l'étude était super facile à mener, parce qu'on avait un avec un sans, il était possible d'avoir tout de suite 100 000 individus dans un groupe et 100 000 dans l'autre, et là on pouvait faire sortir des effets, même rares, de façon tout à fait semblable. Il faut savoir qu'ils sont coutumiers du fait, puisqu'ils ont réussi à faire passer à la FDA, puis après à l'EMA et à l'OMS, le fait que dans les évaluations précliniques, pré-mises sur le marché des vaccins, on compare les effets négatifs des vaccins contre un placebo qui contient l'adjuvant. Donc, c'est scientifiquement totalement inacceptable. En disant, là, c'est à l'évidence, vous cherchez à masquer la possibilité de détecter un élément lié. Eh bien, figurez-vous que la FDA accepte ça. Et donc, ça fait partie des éléments qui font que la Cochrane nordique, très grand groupe d'épidémiologistes internationaux qui font des comparaisons épidémiologiques en permanence, des as de l'épidémiologie, ils ont poursuivi l'Agence des médicaments européenne en disant vous ne pouvez pas accepter cet élément, notamment pour le papillomavirus, parce que dans les pays nordiques, ils ont vraiment beaucoup de problèmes avec ce vaccin. Donc, cette tentation de pouvoir, en permanence, d'interdire une comparaison qui pourrait mettre en cause des adjuvants est quelque chose qui n'est pas nouveau. Donc avant la mise sur le marché, maintenant c'est en post-marketing, surtout ne pas avoir 2 éléments comparatifs. La preuve, je vous ai parlé du H1N1 avec essence squalène, il est possible de faire tout de suite, en disant voilà, c'est le même avec essence, regardez où sont les effets secondaires, et brusquement ça devient éclatant comme démonstration. Et ça, ils veulent absolument l'empêcher. On ne peut pas être anti-vaccin, c'est un progrès énorme de la médecine. Mais on ne peut pas non plus dire il n'y a pas de problème. Quand on le dit, c'est faux. Je lisais un édito très bien fait de mon collègue Bernard Bégaud. Bernard Bégaud, il avait été
vice-président de la commission de pharmacovigilance française au moment de l'hépatite B. Et il a été ensuite président de l'université de Bordeaux. Et il dirige, ou il a dirigé encore jusqu'à récemment, la plus grosse équipe de recherche en épidémiologie de Bordeaux. Et il dit, pourquoi mentir? On apprend, le système sanitaire français n'apprend rien de ses échecs passés. Et on continue à dire, plus que des contre-vérités, des mensonges. Pourquoi dire il n'y a pas de lien avec la sclérose en plaques? Il y a eu 2000 cas de sclérose en plaques ou de maladie débilisantes déclarés postérieurement à des vaccins contre l'hépatite B. On dit il n'y a aucun article qui permet de montrer l'existence d'un lien entre les deux. Il dit c'est pas vrai. Il y en a au moins un et qui montre très clairement qu'il y a un effet retard, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, à 3 ans. Donc pourquoi dire qu'il n'existe pas alors qu'il existe? Pourquoi avoir multiplié par 100 le risque de cancer du foie pour vendre ce vaccin? On a surestimé considérablement le risque pour forcer la population de se faire vacciner. Il dit, là, il faut qu'on sorte, à un moment, il faut sortir de ça. Et on n'en est pas sorti, puisqu'on a vu avec H1N1, on a vu avec le papillomavirus, qu'on est toujours dans une surestimation du risque et une sous-estimation une surestimation des bénéfices et une sous-estimation du risque. Donc, tant que la balance ne va pas revenir à un équilibre plus exact, plus juste et plus intuitivement perçu par la population, on n'est pas sorti de l'aéronautique. L'aéronautique, les gens montent dans l'avion, me semble-t-il, sans appréhension, parce qu'ils ont intégré le fait que la sécurité de l'aviation civile est optimale. Qu'il n'y a pas un accident qui ne soit pas traité de façon approfondie, avec un retour sur expérience, avec des améliorations des aéronefs, au fur et à mesure des pépins constatés dans la vie aéronautique du monde. Eh bien, c'est justement ce qui n'est pas fait avec les adjuvants. Les adjuvants, c'est le même adjuvant depuis 1926. C'est comme si on était dans le même avion que le premier Fokker de ligne en bois de 1926. C'est comme si on continuait à aller avec les mêmes degrés de sécurité. C'est impossible.